Bienvenue dans cette présentation de la série Découvrir Jung. Cette série vise à être une introduction, un exposé de l'essentiel, éclairant l'un après l'autre différents aspects de la psychologie analytique. Le site internet groupe-jung.fr vous tient au courant des présentations disponibles et de celles qui sont en préparation. Bonjour à tous et à toutes. J'ai le plaisir de vous présenter la deuxième conférence de la série Découvrir Jung de cette année. Elle sera consacrée aux rêves et à leur interprétation. Freud et Jung se sont rencontrés sur les rêves comme la voie royale vers l'inconscient. Et pour Jung, les rêves constituent le repère le plus visible et le principal appui. Il les considère comme indispensables à l'équilibre du psychisme et comme le seul moyen de retrouver le contact avec la vie originelle. Je centrerai d'abord ma présentation sur la période qui va de 1901 à 1913. Elle contient déjà la majeure partie de l'approche de Jung sur les rêves. Pour cette période, je me suis inspirée de l'article de Florence Serena, La question du rêve comme point de rupture entre l'école de Zurich et Sigmund Freud, au cahier jungien de psychanalyse numéro 138. En 1901, Jung effectue à la demande de Bleuler un compte-rendu de la Traumdeutung de Freud. Il considère cet ouvrage comme révolutionnaire, et s'il soutient publiquement la psychanalyse, il considère déjà l'inconscient, ainsi que les rêves qui en sont l'expression immédiate, comme un processus naturel, dépourvu de tout arbitraire et surtout de toute intention de prestidigitation, ce en référence à la censure. L'analyse des rêves paraît en 1909, en français, dans l'année psychologique. Jung y explique les notions fondamentales de l'interprétation freudienne des rêves. Il y expose aussi sa propre conception de la psychanalyse, en défendant l'idée que le rêve est un produit autonome de l'activité mentale et qu'il est une création, et qu'il a une signification comme chacun de nos actes. Puis sans tarder, il fait état de ses propres travaux sur le complexe d'association à coefficient émotionnel. Il fonde sa présentation sur l'analyse de 3 cas. Ainsi, le deuxième est celui d'un homme présenté comme courageux et franc, dont il dit tout ignorer, si ce n'est qu'il vit dans les colonies et se trouve actuellement en congé en Europe. Cet homme lui raconte un rêve qui lui avait fait une forte impression. 2 ans auparavant, il rêvait de se trouver dans un endroit désert et sauvage. Il voit sur un rocher un homme vêtu de noir, couvrant sa face de ses 2 mains. Tout à coup, il s'avance vers un précipice lorsqu'une femme également vêtue de noir arrive et veut le retenir. Il se précipite dans le gouffre et entraîne la femme. Le rêveur se réveille avec un cri d'angoisse. Une question au rêveur. Quel est cet homme qui s'expose à une situation dangereuse et entraîne une femme à sa ruine? Permet de comprendre que l'homme avait rompu ses fiançailles de crainte que la femme aimée ne doive affronter les dangers de la vie à l'étranger. Et Jung d'affirmer, l'analyse des rêves n'est cependant pas terminée avec cette constatation, car la réalisation du désir n'est pas encore évidente dans ce rêve. Mais comme je cite le rêve uniquement pour démontrer la découverte du complexe essentiel, la suite de l'analyse est sans intérêt pour nous. Nous voyons là qu'il est plus important pour Jung de mettre en lumière le complexe plutôt que d'analyser ce rêve à la manière de Freud, comme la réalisation d'un désir refoulé. Et dès 1911, Jung essaie de convaincre Freud de la nécessité d'une méthodologie systématique de l'interprétation des rêves.
Il n'est pas le seul à défendre ces positions. En 1912, Alphonse Meder, médecin au Burghölzli et assistant de Jung, écrit en français un article sur le mouvement psychanalytique, un point de vue nouveau en psychologie. C'est que contrairement à Freud qui part du refoulement, Jung et Meder partent de la dissociation et du concept de la dissociabilité normale de la psyché, à partir duquel Jung a déduit la théorie des complexes et la structure de la psyché en opposé. Meder écrit, en accord avec Jung, que les rêves fournissent de nouvelles preuves d'une dissociation mentale. Mais ce n'est point là l'originalité du rêve, puisque l'application des associations libres conduit à la même découverte des tendances dissociées du moi conscient, c'est-à-dire au complexe. Il expose brièvement les rapprochements entre le rêve, la fantaisie et le jeu. Le rêve, tout comme le jeu, a une fonction de compensation et facilite jusqu'à un certain point le retour à un équilibre affectif. La liste des fonctions du rêve n'est pas encore épuisée. L'étude des rêves montre l'importance d'un autre facteur que la réalisation d'un désir inconscient. Chez une même personne, les rêves d'une série de rêves d'une même époque se comportent comme les variations d'un même motif, tentent d'apporter une solution à des conflits moraux de la personne et influencent le moi avant que le moi n'en soit conscient. Ainsi le rêve est-il, tout comme le jeu, l'exercice qui prépare certaines activités complexes. La fonction prospective du rêve est ainsi introduite. Meder écrit : une tendance inconsciente se manifeste en rêve qui finit insensiblement par influencer le moi et lui impose une solution déterminée. Cette conception de la fonction du rêve présente un caractère téléologique éminemment utile. Il s'inspire de Théodore Flournoy, lui-même influencé par le psychologue allemand Gross, qui soutenait l'idée que le jeu est un exercice de préparation des activités futures, une préparation à la vie sérieuse. Et Meder ajoute : nous retrouvons dans notre examen des fonctions du rêve deux des fonctions essentielles du jeu, l'action cathartique, c'est-à-dire la compensation, et l'exercice qui prépare certaines activités complexes. Il souligne : l'imagination a une fonction compensatrice par excellence, elle donne à l'homme ce que la réalité lui refuse. Mais elle prépare aussi le futur. En créant des possibilités, elle incite à la pensée, à l'action. C'est l'imagination créatrice. Freud a attiré l'attention sur les relations existant entre le jeu de l'enfant et les fantaisies, les rêveries de l'adulte. Je pense que l'on peut étendre ces relations au rêve lui-même et dire que le rêve et la rêverie, l'imagination, sont pour l'adulte la continuation et la compensation du jeu de l'enfant. Ils se comportent comme les manifestations d'une seule et même fonction, la fonction ludique. Freud désapprouve l'article, Jung s'engouffre dans la voie ouverte par Meder, à qui il reconnaîtra à plusieurs reprises la paternité de cette trouvaille. Lors d'un débat à la Société psychanalytique de Zurich, Jung déclare, en 1913, que le rêve n'est pas seulement la réalisation de souhaits infantiles, mais aussi un symbole pour l'avenir. Le rêve donne la réponse par le symbole, ce que l'on doit comprendre. C'est que pour Jung, déjà, le refoulement ne se résout pas par la levée de la censure, mais par la création de symboles nés du conflit
entre les éléments opposés. Notons que c'est grâce à Ferenczi que Freud acceptera l'idée qu'il y a au moins une autre fonction possible du rêve que celle de réalisation du désir refoulé. Dès 1909, Ferenczi avait émis quelques doutes. Puis, dans une annexe à une lettre à Freud du 31 mai 1931, il a proposé 2 communications préliminaires pour un congrès à venir de l'AIPA. La première communication a pour titre « Le rêve a-t-il une deuxième fonction ?» Il y propose de réfléchir sur le fait que l'état de sommeil et le rêve cherchent toujours à décharger le système psychique des restes diurnes et des restes de vie par leur revécu, c'est-à-dire permettre de percevoir quelque chose de la nature traumatique, névrotique des processus de rêve. Dans sa réponse, Freud met l'accent principal sur la fonction relative au traumatique, qui passe du rang de deuxième fonction chez Ferenczi à la première chez Freud. La fonction dite deuxième du rêve est assurément la première, note-t-il. Et Freud revendique aussi la priorité pour cette idée. Nous n'en sommes pas là, et après la rupture avec Freud, Jung cultivera sa propre conception des rêves comme manifestation onirique non falsifiée de l'activité créatrice inconsciente, ainsi qu'une méthode particulière pour les interpréter. Les séminaires sur l'analyse des rêves, les conférences de Tavistock et surtout les rêves d'enfants, animés par Jung, sont des trésors d'élaboration vivante et de confrontation d'analystes et d'analystes en formation, supervisés par Jung à propos des rêves. De 1913 jusqu'à sa mort, Jung ne se départira pas de cette analyse sur la nature des rêves. Premièrement, le rêve est un événement spontané et naturel. Il ne procède pas de la volonté. C'est dans Sur l'interprétation des rêves. Les rêves naissent dans un esprit qui n'est pas tout à fait humain, mais ressemble plutôt à un murmure de la nature. L'esprit d'une belle et généreuse, mais aussi d'une cruelle déesse. En tant qu'événement naturel, le rêve ne s'accompagne pas d'une justification, alors que notre raison, elle, exige une explication causale. La psyché, comme tout phénomène biologique, développe ses projets en pouvant obéir à d'autres lois que les lois rationnelles. Il en résulte que le rêve ne cache pas, mais il enseigne. Jung l'écrit encore en 1916, dans les aspects généraux de la psychologie du rêve. Ce qui figure dans L'homme à la découverte de son âme. Et dans Psychologie et religion, il écrit « Je doute que nous devions admettre qu'un rêve soit autre chose que ce qu'il paraît être. En d'autres termes, je prends le rêve pour ce qu'il est. Bien sûr, cela peut être considéré comme une antithèse de la célèbre thèse de Freud, le rêve est l'accomplissement déguisé d'un souhait refoulé, c'est-à-dire le rêve cache. Il n'y a donc pas à déchiffrer de signification latente dans le rêve. Le rêve peut être lu directement comme un rapport sur les thèmes conflictuels actuels dans la vie éveillée du rêveur. On pourra en débattre. D'une manière générale, on trouve 2 approches différentes du rêve dans les travaux de Jung. La première considère le rêve comme une image spontanée de la situation actuelle de la psyché sous forme de symbole. La deuxième met l'accent sur la compensation des attitudes conscientes. Premièrement, le rêve est un messager énigmatique de la vie intérieure. Il parle la langue du symbole. Il nous est difficile de recevoir ce que les rêves veulent nous transmettre,
à cause de notre manque de compréhension. Assez souvent, les rêves semblent insensés, mais c'est évidemment nous qui manquons de sens et d'ingéniosité pour lire le message énigmatique du royaume nocturne de la psyché, écrit Jung dans L'homme à la découverte de son âme. Qui dit messager dit que le rêve a une fonction de relation. Il explore à la fois la relation à notre monde extérieur et à notre monde interne, la relation entre le conscient et l'inconscient du rêveur, la relation entre le rêveur et l'analyste, thème que j'aborderai plus loin. Deuxièmement, le rêve compense l'attitude consciente du rêveur. La compensation est une sorte de système d'autorégulation dans la psyché, de manière à produire un ajustement ou une rectification. Jung écrit « La compensation est l'affrontement, la comparaison, la confrontation de différentes données ou de différents points de vue, d'où on peut opérer un redressement ou un équilibre. » C'est dans De la nature des rêves, en 1945, ce qui deviendra la guérison psychique. Il existe 3 possibilités dans la relation entre le rêve et l'attitude consciente. Tout d'abord, si l'attitude consciente à l'égard d'une situation de vie est dans une large mesure unilatérale, alors le rêve prend le côté opposé. Ainsi, une patiente de Jung, qui se croyait à tort infiniment distinguée, rencontrait en rêve une série de poissonnières sordides et de prostituées ivres. Dans les cas extrêmes, les compensations peuvent être si menaçantes pour le moi que l'angoisse qu'elles suscitent entraîne l'insomnie. Deuxièmement, si le conscient a une position assez proche du milieu, le rêve se contente de variations. Enfin, si l'attitude consciente est adéquate, alors le rêve coïncide avec cette tendance et la souligne, mais sans perdre son autonomie particulière. Les 2 approches peuvent facilement être fusionnées en une seule théorie générale du rêve. Par le biais des rêves, l'inconscient apporte de nouvelles émotions et informations à la conscience. Ce processus est d'autant plus compensatoire que la tension est forte entre l'orientation consciente et le processus inconscient d'individuation. Dans ce sens, l'inconscient détient une connaissance plus large sur le développement de la personnalité. Le rêve n'est pas un phénomène univoque. À partir de sa pratique, Jung distingue 6 différentes sources du rêve, selon les circonstances qui amènent les réactions de l'état conscient à l'état inconscient. Ces gradations vont de la réaction de l'inconscient à des contenus conscients jusqu'à la manifestation spontanée de l'inconscient. Premièrement, le cas où le rêve représente la réaction consciente à une situation inconsciente. Il prend alors sa source dans les impressions quotidiennes. Deuxièmement, le rêve révèle un conflit entre le conscient et l'inconscient, provoqué par le fait qu'à une situation consciente, l'inconscient en ajoute une autre, différente, ce qui entraîne le conflit. Troisièmement, le rêve représente la tendance de l'inconscient à vouloir transformer l'attitude consciente. Ce sont des rêves de compensation que Jung qualifie de rampe de l'inconscient vers la conscience. Jung ajoute que ces rêves sont très significatifs et révélateurs du projet de l'inconscient. Il nous le montrera dans Psychologie et alchimie. Quatrièmement,
Le rêve fait émerger des processus inconscients ne paraissant avoir aucun rapport avec la situation consciente. Il s'agit d'une production spontanée et directe de l'inconscient, qui laisse alors libre cours à tout son potentiel d'activité et de signification. Ces rêves sont souvent impressionnants et peuvent prendre un caractère écrasant. Le rêveur cherche avec étonnement l'origine de ses rêves. Dans l'Antiquité, on les considérait comme des oracles. Ce sont les grands rêves des primitifs, nous dit Jung. L'inconscient apparaît dans ce dernier cas comme une puissance créatrice. Au cours d'une thérapie, il peut s'écouler des mois, voire des années, avant que ces contenus ne se hissent au niveau de la conscience. Mais, nous dit Jung, ils constituent parfois le signe avant-coureur d'un psychisme malade. J'ai trouvé tout ceci sur la méthode d'interprétation des rêves, pages 18 à 20. Les rêves quotidiens proviennent de la sphère personnelle. Ils ne sont pas pour Jung que la simple répétition d'un événement passé. Il existe bien des rêves qui restituent de façon presque identique un événement quelconque produit par exemple la veille. Mais l'étude de ces rêves et leur confrontation à la réalité font apparaître qu'ils en diffèrent en fait beaucoup. C'est le cas des patients qui vous disent « J'ai rêvé de mon chat parce qu'il ne se sentait pas bien hier et que je l'avais amené chez le vétérinaire. » Peut-être, mais ça n'explique pas pourquoi la psyché s'est emparée du chat et pourquoi, a fortiori, il tombe dans le rêve de 3 étages et se réceptionne quand même sur un tas de sable. Je pratique le jeu de sable. Et quand bien même, nous dit Jung, le rêve serait la transcription exacte d'un fait s'étant produit la veille, le rêve n'est pas identique. Il cite le cas d'une patiente qui déniait au rêve toute signification psychologique. La veille, elle s'était rendue chez le dentiste et celui-ci lui avait placé un miroir dans la bouche et avait émis une remarque péjorative. Elle est ravie d'annoncer à Jung que son rêve reproduit exactement cette situation. Mais en la questionnant de manière plus approfondie, Jung découvre que dans son rêve, la plaque du dentiste ne se trouvait pas à l'endroit habituel et lui demande alors à quoi donc ressemblait cette porte. Et la patiente répondit « à la vôtre ». Les grands rêves sont susceptibles de rester toute la vie dans le souvenir. Dans ce fameux séminaire sur les rêves d'enfants déjà évoqué, tenu à Zurich de 36 à 41, Jung démontre, par de nombreux exemples, que la grande majorité des images oniriques ne sont pas individuelles, mais de nature collective. C'est ainsi que s'exprime à travers le rêve la singularité du rêveur, souvent inconnu de lui-même, écrit Aimé Aniel dans cet article magnifique qui s'appelle « Écrire, rêver, une affaire de devenir ». Cahier jungien de psychanalyse, 2009, numéro 129. Ces rêves contiennent des motifs mythologiques archétypiques, indépendants de l'époque et du milieu. Leur interprétation est difficile, si tant est qu'il faille interpréter. Elle ne dépend pas des expériences personnelles du rêveur, mais d'histoires mythiques, de trésors cachés, de dragons, de mers terribles. Jung en a tiré la conclusion suivante. Leur apparition fréquente dans les cas individuels, comme leur ubiquité ethnique, prouve que l'âme humaine est seulement pour une part actuelle, subjective et personnelle, et pour une autre part collective et objective. C'est dans la guérison psychologique.
Il n'y a pas d'échelle de valeur entre les rêves d'une grande richesse symbolique et les rêves ordinaires. Des rêves apparemment anodins sont susceptibles, en particulier dans une série de rêves, de se révéler comme étant l'ombre de choses plus importantes. Par leur banalité même, ils possèdent un caractère d'authenticité. Jung écrit à ce sujet dans sa correspondance. Les images banales dans le rêve sont, quant à leur fondement archétypique, presque toujours plus instructives et d'une plus grande force démonstrative que les rêves à teneur mythologique que l'on peut toujours suspecter d'être inspirés par la lecture. Et Jung souligne: quel est le grand rêve? Il est fait de nombreux petits rêves et des nombreux actes d'humilité nécessaires pour se soumettre à leurs exigences. Il ajoute aussi que ce grand rêve est l'avenir et la représentation du nouveau monde que nous ne comprenons pas encore. Ce que nous pouvons en savoir de mieux, c'est ce que nous savons de l'inconscient et de ses indications. C'est aussi dans la correspondance 1958-1961. Qu'il s'agisse d'images banales ou de scènes grandioses et bouleversantes, l'utilité des rêves est identique. Ils permettent l'émergence d'un riche matériel propre à faciliter l'exploration de l'inconscient et la transformation. Ils nous montrent en particulier une opposition entre le message onirique et les tendances de la conscience, d'où le concept jungien d'autonomie de l'inconscient. Nous avons ensuite des rêves qui anticipent les contenus psychiques futurs de la personnalité et qui ne sont pas reconnaissables par le rêveur au moment présent. Il s'agit bien de la fonction prospective ou téléologique du rêve. Jung écrit: certains motifs indiquent des actions ou des situations futures du rêveur que sa psychologie actuelle ne laisse pas prévoir. Les enfants surtout font des rêves qui anticipent, écrit-il, de manière surprenante, certains événements fondamentaux à venir. Les rêves d'enfants sont issus d'une personnalité déjà complète et mettent parfaitement en relief ce qui viendra à manquer à cette personnalité par la suite. En début d'analyse, certains rêveurs amènent ce que certains analystes jungiens appellent des rêves programmes. Ces formes futures, transformées de la personnalité, ne peuvent être issues du présent. Ce sont des rêves prémonitoires possibles, particulièrement chez les personnes intuitives, car dans l'inconscient, le temps existe différemment de la manière dont nous le connaissons dans le monde conscient extérieur. À ce sujet, Jung écrit: chaque fois que l'on a affaire à des conditions qui nous sont étrangères, où on ne peut pas compter sur des valeurs ou des conceptions établies, on se fie à sa faculté d'intuition. Les rêves prémonitoires, par exemple, relèvent de l'intuition. C'est dans les conférences de Tavistock. On a vu avant le confinement, un certain nombre de rêves prémonitoires, Delphine et moi. Dernière source du processus onirique, les rêves post-traumatiques répétitifs où apparaissent un choc ou une explosion d'obus. Ils sont pour Jung la seule exception au fait que le rêve n'est jamais une simple répétition d'une expérience passée. Ils sont une tentative de l'inconscient pour intégrer le choc de façon psychique. Jung cite le cas d'un officier anglais dont les rêves traduisaient l'explosion des obus par l'apparition de lions. Ceux-ci rôdaient d'abord autour de la maison, puis enfonçaient les portes à grand fracas après que le rêveur, ayant aperçu ces lions, ait fermé toutes les ouvertures, portes et fenêtres.
Peu à peu, cette tentative de surmonter le choc psychique aboutit, nous dit Jung, à la guérison. Pas si sûr. Jung évoque ainsi la fonction cicatrisante des rêves récurrents survenant après un traumatisme. Toujours sur la méthode de l'interprétation des rêves. Néanmoins, dans les cas de souffrance psychique grave, si le moi est inexistant ou insuffisamment constitué, il ne peut jouer son rôle de partenaire de l'inconscient, et le processus d'autorégulation est altéré, remarque Claire Dorly dans Les territoires du rêve. Les rêves semblent alors errer dans tous les sens, sans axe possible. À ma connaissance, il faudra attendre les post-jungiens tels que Kalscheld et dans une moindre mesure Bernard Lampert pour mieux traiter les traumatismes subis par les violences individuelles et collectives. Je voudrais maintenant aborder la question de l'attitude analytique de Jung et de ses successeurs par rapport aux rêves. Nous devons faire attention à ne pas prétendre connaître le moyen de faire sortir le patient de ses difficultés, car il risque de suivre la suggestion et de ne pas se conforter à ce à quoi il doit se confronter. Il risque d'éviter ainsi le contact avec lui-même et de vivre sa vie propre. Le médecin doit donc admettre de ne pas savoir et le dire au patient. C'est ainsi que Jung dit au patient « Je ne connais pas la solution à votre problème, mais il y a les rêves, des faits impartiaux, qui pourraient donner des informations. Voyons un peu ce qu'ils disent. » Il y a aussi le principe d'incertitude. Il peut être dangereux de forcer le contenu d'un rêve. Comme le rêve ne dissimule pas, mais expose, il faut éviter de l'analyser avec trop de hardiesse ou de défiance. On doit simplement l'accueillir tel qu'il se présente et le considérer, et peut-être prendre conscience de ce qu'il exprime dans sa totalité par l'accès à l'inconscient collectif, plutôt que de comprendre. Il s'agit d'accueillir et de ressentir en se laissant travailler par les images qui surgissent des profondeurs, en les autorisant à œuvrer à l'intérieur de nous. Élie Imbert, dans l'émission de Barrère et Laloux de 1976, dit que le but de l'interprétation dans la thérapie, c'est essentiellement d'amener le rêveur à entrer en rapport avec lui-même. Elle ne saurait être en aucun cas une vérité que l'on assène. Interpréter la scène du rêve, c'est plutôt dire indirectement que peut-être on peut imaginer, penser que, et raccrocher le rêve à la vie du patient, ou faire lien entre une image du rêve et un événement, ou une émotion, ou un sentiment passé. En tout cas, faire lien. Je demande souvent beaucoup de détails pour entrer dans le rêve et apprendre le vocabulaire de l'inconscient du patient. L'interprétation se fait en effet à partir d'images et du vocabulaire onirique propre à chacun. Elle doit être singulière, nous dit Élie Imbert, pour que chacun s'y reconnaisse. Dès 1916, Jung propose que la méthode freudienne réductrice de l'analyse des rêves soit suivie d'une synthèse quand les symboles proviennent de l'inconscient collectif. En effet, pour Jung, la méthode de Freud des associations libres ramène au complexe des personnes, complexes qui ne font pas obligatoirement partie du rêve. Ce processus dit synthétique ou constructif renvoie au patient ces images oniriques, alors que la méthode analytique de Freud
assimile les images oniriques à des objets du monde réel. Il convient pour Jung de s'en tenir à l'image. Plus tard, dans Mysterium Conjunctionis, il écrira « Ne laissez rien de l'extérieur, qui n'appartient pas, y entrer, car l'image fantastique a tout ce dont elle a besoin. » Dans L'homme à la découverte de son âme, Jung donne comme exemple 2 rêves d'un homme de haute position sociale qui souffre d'angoisse, de vertige, de symptômes s'apparentant au mal des montagnes. Dans un premier rêve, il oublie qu'il a commencé si bas. Dans le deuxième rêve, il doit partir en voyage, rassemble ses affaires, mais oublie une serviette avec des documents importants. Il doit retourner à sa chambre, ce qui le fait arriver en retard. Le train est déjà parti. Ce train décrit une courbe en forme de S, très long. Le mécanicien n'a pas fait attention et donne trop de vitesse, ce qui fait que les wagons de queue vont dérailler. Malgré les cris du rêveur pour prévenir, c'est une catastrophe épouvantable. Ce sont les oscillations de la perte d'équilibre dues à un mécanicien qui avance sans se préoccuper de l'arrière qui ne suit pas, qui vont provoquer la catastrophe. Alors qu'il a épuisé ses forces, il a le mal des montagnes, il veut continuer à aller de l'avant et d'ailleurs rate son but. Jung écrit que la névrose jette l'alarme et n'est pas une catastrophe. La réalité intérieure apparaît telle qu'elle est dans le rêve. Il a valeur de diagnostic, de pronostic et de position thérapeutique, favoriser le ralentissement du rêveur. Il s'ensuit qu'en ce qui concerne le sens véhiculé par le rêve, Jung différencie un niveau subjectif d'un niveau objectif. Dans la première perspective, les figures et les objets du rêve sont interprétés comme étant des représentants de parties ou de qualités de la personnalité du rêveur, en particulier ses parties conflictuelles, c'est-à-dire des symboles d'énergie ou de complexes déterminant la psyché inconsciente. Dans la perspective objective, ils sont vus comme représentant des personnes ou des entités existant dans la réalité. Jung nous incite à une grande prudence quand nous essayons d'interpréter un rêve, pour savoir si c'est sur le plan de l'objet ou du sujet. On peut dire que si la personne rêvée est proche du sujet, il convient de la prendre comme une réalité tangible et pas comme une image symbolique. Mais si c'est une personne inconnue ou connue dans un passé lointain, ce serait plutôt un symbole. Les deux approches ne sont pas du tout incompatibles et il peut être intéressant d'aborder le même rêve successivement sur les deux plans. Le rêve ainsi permet d'explorer à la fois la relation à notre monde extérieur et à notre monde interne. En effet, selon l'approche objective, les images du rêve renseignent sur la relation qui existe entre le moi du rêveur et des personnes ou des situations qui existent concrètement à l'extérieur de lui. Par exemple, s'il rêve de son grand-père, le rêve véhiculera pour lui le point de vue de son inconscient sur sa relation réelle avec son grand-père ou avec l'analyste pris pour son grand-père. C'est pourquoi l'approche sur le plan de l'objet est plutôt privilégiée lorsqu'il s'agit pour le rêveur de prendre conscience des implications de la relation qu'il entretient avec le monde externe. Cette démarche est indispensable pour lui permettre de s'affranchir du poids des relations qui l'aliènent. Également, si la
l'ombre est trop dangereuse pour la personne en début d'analyse. L'approche sur le plan du sujet donne des renseignements sur la réalité intérieure du rêveur, à laquelle le moi conscient ne peut accéder de lui-même. Dans cette optique, le grand-père du rêve pourra être une figure symbolique de l'animus, représentant une détermination intérieure de la psyché. Jung écrit à ce sujet dans Psychologie de l'inconscient: l'interprétation sur le plan de l'objet est analytique, car elle décompose le contenu du rêve en sa trame complexe de réminiscences, de souvenirs qui sont l'écho de conditions extérieures. L'interprétation sur le plan du sujet, au contraire, est synthétique en ce qu'elle détache des causes contingentes les complexes de réminiscence et les donne à comprendre comme des tendances ou des composantes du sujet, auxquelles, ce faisant, elle les intègre à nouveau. La méthode d'amplification découle de l'importance accordée à l'image. Comme les informations contenues dans les rêves ont la forme de symboles et d'images, elles ont besoin d'une traduction pour être comprises par le moi conscient. Il existe des matériaux psychiques qui ne suscitent aucune association du rêveur. Par la méthode d'amplification, la forme symbolique est enrichie par la signification que le symbole a dans différentes cultures, mythologies, les traditions religieuses et spirituelles. Jung prend chacun des éléments d'un rêve et procède de manière concentrique à l'approfondissement du sens de l'image. Par amplification, il isole chacun des éléments de rêve qui dévoilent alors leur signification. Il faut ensuite faire une synthèse pour intégrer l'ensemble des données recueillies en une expression générale compréhensible. L'objectif n'est pas de donner une interprétation précise du symbole, mais plutôt de stimuler les capacités de liaison du rêveur et d'intuition de solutions potentielles offertes par le rêve. En pratique, l'amplification permet aux patients de se sentir moins seuls, surtout aux patients désespérés d'ailleurs, en le reliant empathiquement au fond commun de l'humanité. L'inconscient est le metteur en scène d'un drame. D'ailleurs, Jung écrit que l'inconscient des primitifs a tendance à la dramatisation. Et quand nous avons affaire à un rêve complexe, il se révèle souvent judicieux de schématiser ce dernier. Il est possible d'appliquer ce schéma dans la plupart des cas. En premier vient la situation, en termes de lieu et de temps. Souvent, la situation initiale du rêveur est indiquée. Par exemple, je me promène dans la rue, il fait beau et chaud. Puis vient l'exposition. C'est la présentation du problème. La scène d'action est définie, les personnages sont impliqués. Ensuite, c'est la péripétie ou le développement. Alors là, la situation se complique. Une tension certaine se développe parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Puis quelque chose de décisif se produit, ou bien quelque chose change complètement, voire une catastrophe surgit. La lise est le résultat du rêve, sa conclusion significative. Peut-être aussi une représentation compensatoire de l'action du rêve. La situation finale est montrée, qui est en même temps la solution recherchée par le rêveur. Jung attachait une grande importance à cette nature narrative des rêves. De plus, il considérait l'absence de solution dans un rêve comme problématique, comme le montre son interprétation du fantasme rapporté par l'un de ses patients,
qui regardait sa fiancée tomber dans une fissure sombre et ne faisait rien pour l'aider, dans la dialectique du moi et de l'inconscient. Pour moi, des rêves se terminent sans conclusion, soit parce que la psyché du rêveur ne supporte pas la tension ou l'ampleur de la catastrophe décrite et se réveille, c'est la définition du cauchemar, soit parce que la psyché du rêveur n'est pas encore à même de fournir une solution. Il peut en effet être important de considérer et analyser le rôle que le moi du rêve prend dans le récit en termes d'organisation et de relation avec les autres protagonistes du récit. Par exemple, est-ce que le moi est toujours en position de sujet? Ou bien est-ce que seuls les autres ont l'initiative au long du récit? Ou bien est-ce que le je apparaît dans le récit? Ou bien est-ce qu'il y a une perte de l'initiative, alors qu'au début le moi avait l'initiative, mais à la fin il est dans une position passive? Ou bien est-ce qu'il reprend l'initiative à un moment donné? Je voudrais insister, le rêve est d'abord une expérience, un vécu, et un vécu avec l'analyste dans la relation transférentielle. Ce qui veut dire qu'il n'est pas simplement un texte à analyser. Il me semble essentiel pour l'analyste de tenter d'apprécier la qualité émotionnelle du vécu du rêve par le rêveur et l'impact du récit du rêve sur son écoutant. Et aussi de ressentir et connaître, si c'est possible, ce que ressent encore le patient en disant et en évoquant son rêve. Qu'avait-il ressenti au réveil de ce rêve? Et puis, de noter son propre état émotionnel en tant qu'analyste qui écoute le rêve. Et comment se représente-t-il vraiment en lui-même les descriptions du conteur du rêve? Il peut y avoir un écart surprenant entre la représentation de l'image onirique racontée par le rêveur et l'image que l'analyste s'en fait lui-même. J'insiste sur le côté vécu parce que parfois, certains patients décortiquent le rêve, ils essayent louablement de comprendre, mais c'est aussi une manière de maîtriser les choses, de considérer que c'est un texte à analyser. Et le rêve est sans doute une création à deux, de l'analyste et du patient avec cet analyste-là. C'est comme si la relation analytique était rêvée par une figure inconsciente, co-construite par le patient et son analyste. Certains analysants retraitent les contenus de la dernière séance analytique dans les rêves suivants. Les signaux que le patient nous donne parce qu'il cherche à nous transférer lorsque le processus est inhibé sont précieux. Porte close, téléphone en panne, toilette bouchée, médecin absent. Si l'analyste ne les reçoit pas, il peut y avoir des évacuations violentes, comme tentative désespérée pour communiquer avec un analyste bouché. Et quand l'analyste rêve de son patient, cela peut aussi être une alerte. Ainsi, Jung rêva d'une patiente. Dans le rêve, elle résidait dans un château sur une colline et il devait lever son cou pour essayer de l'apercevoir. Alors que dans la réalité, il avait, disons, une position un peu suffisante vis-à-vis d'elle. Et je crois d'ailleurs qu'il lui en a parlé. Et que ça a permis à ce que la relation évolue. Le sens du rêve est à rechercher
non dans ses éléments pris séparément, mais dans son déroulement et sa dynamique. Développe Aimé Agnel dans les dimensions du rêve. L'analyse des enchaînements apporte une connaissance des temps et des enjeux dont on ne dispose pas autrement. En effet, les événements et les transformations qui se produisent dans le moment du rêve résultent d'une dynamique qui met en jeu des mécanismes inconscients, écrit Elie Imbert dans ses écrits sur Jung. Ainsi, un rêve. La nuit, devant une grille d'usine, B, le rêveur, a une pomme dans la main. Il la coupe en deux pour la manger. À ce moment-là, deux voleurs apparaissent. Il a peur et part en courant. Les voleurs le poursuivent. Il y a, remarque Elie Imbert, deux quartiers de pommes comme il y a deux voleurs. Tout se passe comme si les premiers se transformaient dans les seconds. La grille représente, selon le rêveur, un interdit qu'il voudrait transgresser, croquer la pomme. Mais la suite du rêve indique qu'il doit, pour pouvoir le faire, rencontrer les voleurs. Ceci représente, selon les associations faites, une capacité de prendre sans payer, jusqu'alors à la fois refoulée et retournée contre lui. C'est d'elle dont il doit s'occuper avant de manger la pomme. La séquence montre, conclut Elie Imbert, que le conflit n'est pas actuellement, quoi qu'il y paraisse, avec ce que représente la grille d'usine, mais avec les voleurs. Une analyse des éléments du rêve conduite sans tenir compte de leur enchaînement n'aurait pas permis de le comprendre et aurait été vraisemblablement laissée à la raison du rêveur. Le soin de tirer les conclusions. Alors que les dynamismes inconscients qui se rencontrent et se mettent en scène dans le rêve composent entre eux une problématique précise. Avec l'attention portée au vécu du rêve, on s'intéresse aux décisions qui parfois s'y manifestent. Ainsi, la décision prise dans le rêve du meurtre de Siegfried que Jung rapporte dans Ma vie. Ce rêve, du 18 décembre 1913, relaté au chapitre Confrontation avec l'inconscient, arrive alors que le moi de Jung est menacé par les émotions, les visions et les fantasmes venus de son inconscient, mais aussi par les contenus de son ombre, après la rupture avec Freud. Je me trouvais avec un adolescent inconnu à la peau foncée, un sauvage, dans une montagne solitaire et rocheuse. C'était avant le lever du jour. Par-delà les montagnes retentit le corps de Siegfried, et je sus dès lors qu'il nous fallait le tuer. Nous étions armés de fusils, et nous nous mîmes en embuscade dans un chemin étroit. Soudain, Siegfried apparut au loin, tout en haut de la crête de la montagne, dans le premier rayon du soleil levant. Dans un char fait d'ossements, il descendit à toute allure le flanc rocheux de la montagne. Lorsqu'il apparut à un tournant, nous tirâmes sur lui, il s'effondra, mortellement atteint. Plein de dégoût et de remords d'avoir détruit quelque chose de si grand et de si beau, je m'apprêtais à fuir, poussé par la peur qu'on pût découvrir le meurtre. À ce moment, survint une pluie drue et abondante, dont je savais qu'elle ferait disparaître toutes les traces de l'attentat. Il restait en moi un sentiment intolérable de culpabilité. Au réveil, Jung met un peu de temps à comprendre que ce rêve
traitait du problème qui agitait actuellement le monde, écrit-il. Siegfried représente ce que les Allemands voulaient réaliser, c'est-à-dire imposer héroïquement leur propre volonté. Or, c'était aussi cela que Jung avait voulu. Ce rêve a eu un effet marquant dans la vie de Jung. D'ailleurs, dès le 14 novembre 1913, il écrit dans son livre rouge « Les rêves sont les paroles qui guident l'âme. L'esprit des profondeurs m'a même appris à considérer mes actions et mes décisions comme dépendantes des rêves. Les rêves préparent la vie et ils te déterminent sans que tu comprennes leur langage. » Plus tard, Jung rétablira l'importance du moi dans les décisions, parce qu'au final, c'est le moi qui prend la décision, c'est pas le rêve. Ce rêve exprime la nécessité absolue de mettre à mort, avec l'aide de son ombre, les idéaux et les identifications relatives à son complexe moi et à son narcissisme, écrit Martine Sandor-Buteau. Ce rêve est une incitation de son inconscient à changer d'attitude. Cet idéal du héros ne lui correspondait plus. Il fallait que Siegfried meure. Il fallait mettre un terme à cette identité avec l'idéal du héros, car il est des valeurs plus hautes que la volonté du moi auquel il faut apprendre à se soumettre, écrit Jung. Ces valeurs plus hautes sont celles du soi et du mouvement de l'évolution. Jung dit que le sauvage à la peau foncée qui l'accompagne est une incarnation de l'ombre primitive. Et la pluie montre que la tension entre le conscient et l'inconscient était en train de se résoudre. Cette compréhension libéra de nouvelles forces qui permirent à Jung de mener à bien l'expérience avec l'inconscient. Le type de rêve, souligne Aimé Agnel, permet de faire l'hypothèse d'un conscient nocturne, qui n'est pas ou très peu conscience de soi. L'intégration appartient au jour. Le conscient diurne exerce seul la conscience de soi. Il existerait donc deux champs de conscience différents. Dans l'un, les composantes du psychisme se présentent avec leur autonomie et leur dynamisme. Dans l'autre, la conscience de soi se forme à la confrontation du psychisme et du concret. Tenir compte des rêves est une œuvre diurne qui s'efforce de mettre en rapport les différents mouvements de la vie. Cette attitude n'advient de façon spontanée qu'après plusieurs années d'analyse. Et Jung parle dans Ma vie de la responsabilité morale à l'égard des images, pour chacun et avant tout pour le thérapeute. Jung a été attentif à l'évolution des rêves et aux liens entre eux. S'adressant aux participants du séminaire sur les rêves d'enfants déjà cités, Jung insiste sur l'intérêt pour l'interprétation, en particulier quand les associations manquent, des séries de rêves. Leur étude, remarque-t-il, implique un contrôle de l'interprétation qui peut se révéler très précieux parce que l'interprétation du premier rêve se voit confirmée ou corrigée par les autres rêves de la série. Les rêves appartenant à une série sont en effet liés entre eux de façon très significative. Il ne s'agit pas d'une suite chronologique d'événements au sens de notre perception habituelle du temps. La série de rêves se rattache à un centre non identifié, à partir duquel les rêves rayonnent. Ils se subordonnent en réalité à un noyau central de signification. Jung propose aux participants au séminaire une représentation graphique de ce noyau central sous la forme d'un cercle entouré de nombreux rayons fléchés. Une figure de mandala, symbole pour Jung de l'archétype du soi, cet autre centre de la personnalité consciente et inconsciente.
voudrais aborder l'absence de souvenir de rêve. Si le souvenir de ces rêves est un signe de bonne santé, car nous avons accès à d'autres parts de nous-mêmes, il est des fois où la conscience produit un tel vacarme que le rêve ne nous est alors plus perceptible. L'interprétation des rêves, c'est dans l'interprétation des rêves. Il arrive aussi que le moi se défende contre le souvenir des rêves, contre des contenus trop violents et traumatiques dissociés. Les mamelles de l'imagination sont taries. Alors, comment donner le goût du rêve? Face à un blocage de l'imagination, nous a dit Brigitte, lors de la dernière conférence sur les mythes et les contes, les analyses jungiennes classiques demandent aux patients les images et les contes de fées dont ils se souviennent et à partir desquels ils peuvent se reconnecter aux émotions. Je voudrais ici vous donner un exemple de transformation en rêve à partir d'une histoire que j'ai fabriquée en recoupant plusieurs histoires qui se sont passées avec des patientes. Une patiente souffre d'un certain nombre de symptômes, dont les 2 premiers sont une activité onirique quasi inexistante et une concrétude bétonnée. Elle souffre aussi de rigidité corporelle, d'anxiété chronique, d'agoraphobie et de claustrophobie, et d'un moi qui chancelle au moindre coup de vent, telle la huile de paille des 3 petits cochons. Sa relation symbiotique avec sa mère très âgée semble structurée de telle manière qu'il paraît très difficile, voire impossible, d'en sortir. Il semble aussi que mère et fille trouvent un certain équilibre dans cet esclavage qui assure protection réciproque. Les séances sont remplies de sa logorée et des embrouilles avec la mère, et je n'arrive pas à favoriser le développement en elle d'une capacité imaginative. La mienne se porte mal avec elle. Un jour, de façon inattendue, cette patiente me rapporte qu'en faisant ses courses, elle a rencontré un SDF qui a un superbe chien blanc. Elle tombe presque en amour devant ce chien magnifique et veut donner une pièce au SDF. Mais elle n'a pas de liquide sur elle. En rangeant les courses dans sa voiture, elle trouve miraculeusement une pièce d'1 euro et va la porter au SDF. Je lui dis alors: « Et si c'était un rêve, qu'est-ce que cela nous dirait ?» Éberluée, elle sèche, mais dit: « En plus, habituellement, j'ai peur des chiens, mais de celui-là, non. » Je lui demande de décrire ce chien. Grand, mince, de longs poils blancs, un visage triangulaire. J'imagine un husky et dis: « Ah, je me demande si ce n'est pas une façon de me dire que, par ce chien si beau, le besoin de beaucoup d'espace, d'amour désintéressé, d'influence sur les autres est arrivé. Vous avez des ressources. Une voie nouvelle prend vie. » Après cette séance où nous avions un peu rêvé ensemble, la patiente amena un rêve. Un homme inconnu lui disait: « T'as besoin d'être tenu sans être tenu. » Cette transformation d'une communication de la patiente en rêve a changé la donne. Ainsi que l'écrit Antonino Ferro, un analyste jungien italien que j'aime beaucoup, elle avait donné du poids et plusieurs significations différentes possibles à un propos qui paraissait a priori très concret. Peut-être que la plus évidente était qu'un aspect de cette patiente, le SDF, pouvait être accessible grâce à ce chien blanc psychopompe. Une figure de l'analyste? Mais il était bien trop tôt, et cette patiente définissant inconsciemment et précisément le holding avec ce rêve-programme nous engageait dans un nouveau commencement. En guise de conclusion et d'ouverture, je dirais que le rêve est aussi et d'abord une expérience et une ouverture à un monde d'images, dont certaines archétypiques. Celles-ci ne se laissent pas réduire à du connu, mais engagent à une transformation de la conscience, ainsi que le souligne Martine Gallard dans son très bel article « Faut-il interpréter le rêve ?» Le rêve participe de ce que Jung nomme imagination créatrice. Cette imagination vraie dont se réclamaient les alchimistes, qui n'arrange pas le monde selon les désirs du moi, écrit Aimé Agnel.
Dans le rêve est une écriture. Ainsi les rêves ont-ils une forte influence sur la créativité, exactement comme Jung l'a postulé. Il existe une collecte systématique par la chercheuse Deide Barrett sur les rêves d'un grand nombre d'artistes et de scientifiques stimulés par leurs rêves. Je me concentrerai pour ma part sur les liens entre rêve et écriture. En écrivant mes rêves toutes ces années dans mes cahiers, j'ai permis à mon esprit de s'ouvrir à d'autres formes de pensée, à être attentif à ces signes de l'inconscient. J'ai aguerri ma capacité à écouter ce monde sous-jacent et premier. De même que l'inspiration éclairée et intermittente, de même le sens de mes rêves restait la plupart du temps dans l'ombre. Cette mécanique, la prise de notes des rêves, leur tentative d'interprétation, a été une porte ouverte sur la création. J'ai souvent employé l'expression d'artisanat corporel pour parler de l'écoute attentive au murmure du monde qui me mène à la création. L'aspect mécanique de répétition, de reproduction, ne me paraît pas incompatible avec la création. D'ailleurs, profondément, je ne crois pas en une création ex nihilo. Toute traduction n'est que la révélation d'un élément préexistant, et je me considère comme un traducteur des mots qui sont apparus plutôt que comme un créateur, écrit Henri Beauchot dans son journal des années 60. Jung a écrit déjà « Les rêves naissent dans un esprit qui n'est pas tout à fait humain, mais ressemble plutôt à un murmure de la nature ». Henri Beauchot ajoute, dans une interview publiée dans Le Coq Héron, « Il est vrai que je me suis très souvent éveillé sur un murmure. Il livre quelque chose, et il nous incombe de mettre en mots ce quelque chose. » Pour Beauchot, le langage utilisé pour écrire le rêve est une forme inédite de la pensée. C'est une écriture de l'incertitude qui se dirige vers l'inconnu et donc met en danger la conscience éveillée. Il importe d'être très attentif à cette activité nocturne intense et complexe, car elle exige beaucoup de nous. La difficulté réside en ce que le rêve est fait d'images et que nécessairement il faut sacrifier à cette forme pour la restituer en mots. C'est une tâche difficile où l'on peut échouer. Le travail d'écriture du rêve est un travail difficile qui nécessite une prise de notes dans le mouvement même du rêve, c'est-à-dire dans la nuit, lorsque l'action du rêve est encore présente en nous. Et ce travail est toujours trahison, trahison de l'obscurité au profit du sens, renoncement à la grande part d'indistinction pour une petite part d'intelligibilité. Le fantasme que je nourris d'une écriture originelle et préexistante est proche du langage du rêve. Cette écriture est antérieure à la lecture, à la parole et à la langue. Le rêve est donc une sorte d'écriture première et la difficulté est de la rendre transmissible. Ce qui est raconté par l'inconscient et le rêve demeure dans l'analyse, et il ne nous livre de son étendue que quelques surfaces éclairées. Elles ne sont pas toujours destinées à être interprétées, mais considérées et parfois contemplées. Je vous remercie.